Bonjour, je m'appelle Alara. Ma mère a pleuré sur les marches du porche la nuit où mon frère lui a dit de ne pas venir à son mariage. Pourquoi? Parce qu'elle ne correspondait pas à l'image. Il l'a dit comme si elle était une tache sur une nappe parfaite, et il les a laissés l'effacer comme si elle n'était rien. Mais ils ont oublié une chose, j'étais toujours là. Et quand j'ai découvert ce qu'ils avaient fait, j'ai marché jusqu'à sa porte. Et ce qui est arrivé ensuite, ils ne l'oublieront jamais. Avant de commencer, dites-moi, d'où écoutez-vous aujourd'hui? Et avez-vous déjà vu quelqu'un que vous aimez être écarté comme s'il n'avait pas d'importance? Laissez-le dans les commentaires. Je les lis tous. Le texte est apparu alors que je déchargeais les courses à mi-chemin. J'avais les mains pleines, un sac de pommes dans une main, une brique de lait menaçant de glisser de l'autre, quand mon téléphone a vibré avec le nom de Tara. Je l'ai ouvert avec mon phalange. C'était une capture d'écran de l'itinéraire final du mariage. À première vue, cela semblait inoffensif, police de caractère fantaisiste, section codée par couleur, un calendrier rempli de rituels prévisibles. Mais ensuite, mes yeux ont dérivé vers la liste des invités, et je l'ai lu 2 fois. Puis encore. Le nom de ma mère n'y figurait pas. C'était peut-être un oubli, me suis-je dit. Un problème de formatage. Peut-être que son nom était sous un accompagnant ou caché ailleurs. Caleb pouvait parfois être négligent avec les détails. Je l'ai appelé dès que j'ai rangé les courses. Cela a sonné plus longtemps que d'habitude. Salut, a-t-il répondu, la voix tendue. Salut, je viens de voir l'itinéraire. Le nom de maman n'y est pas. Qu'est-ce qui se passe? Une pause. L'une de ces longues pauses délibérées qui me disait qu'il choisissait soigneusement ses mots. C'est juste plus facile comme ça, a-t-il dit. La famille de Calista a certaines préférences. Préférences, ai-je répété, ma voix se coinçant dans ma gorge. Quel genre de préférence exclut sa propre mère? Il a expiré comme s'il retenait quelque chose de lourd. C'est compliqué, Ara. Ne fais pas de cette affaire un problème. Alors, tu ne l'invites vraiment pas, ai-je demandé, un nœud se resserrant dans ma poitrine. C'est pour le mieux, a-t-il marmonné et a raccroché. Je me suis assise sur le bord du canapé, le téléphone toujours chaud dans ma main. J'ai fixé le mur en face de moi. La vieille horloge de notre père tic-taquait un peu trop fort. C'est pour le mieux. C'est ce que l'on dit d'une rupture de fiançailles ou de l'euthanasie d'un chien malade, pas de sa propre mère. Le lendemain matin, je suis allé chez maman. Son jardin était fraîchement tondu, des roses en fleurs. Elle était à l'arrière, épinglant du linge à la corde à linge, le soleil captant ses cheveux striés d'argent. Elle avait l'air paisible. Trop paisible. Salut, chérie, m'a-t-elle salué, souriant comme si tout était normal. Tu veux du thé glacé? Je l'ai suivie à l'intérieur. La cuisine sentait le citron et l'eau de javel. Son mécanisme d'adaptation quand quelque chose n'allait pas. Alors, j'ai vu la liste du mariage, ai-je dit, en essayant de garder un ton léger. Elle n'a pas tressailli, s'est contente de verser 2 verres de thé, la glace tintant doucement. Ah, a-t-elle dit après une pause. Je me doutais que cela pourrait venir. Ça ne te dérange pas? Elle s'est assise, lissant une serviette sur ses genoux. Ils sont jeunes. Laissez-les faire ce qu'ils veulent. C'est leur journée. Ses mains étaient stables, pliant un torchon avec une précision chirurgicale. Mais j'ai remarqué le tremblement de son auriculaire, le plus léger trémor, comme une feuille qui tremble avant de tomber. Je n'ai pas insisté davantage. Pas encore. Plus tard dans la semaine, j'ai rencontré Tara au café près du parc Willow Creek. Nous ne nous étions pas vus depuis Noël, mais aujourd'hui, il ne s'agissait pas de rattraper le temps perdu. Elle n'a même pas attendu que notre café arrive. Ara, a-t-elle dit, se penchant, la voix basse. Calista est derrière tout ça. Elle a dit à la planificatrice que ta mère ne correspondait pas à l'esthétique. Mon estomac s'est retourné. Qu'est-ce que ça veut dire? Elle a dit, ce sont ses mots, pas les miens. Nous visons un look épuré. Des lignes modernes. Pas d'énergie familiale gênante. J'ai cligné des yeux. Alors, ma mère est maintenant une énergie familiale gênante. Tara hocha tristement la tête. Elle a même demandé à la coordonnatrice de l'église de faire approuver tous les plans de table par elle d'abord. Elle traite cela comme un lancement de marque, pas comme un mariage. Je me suis rassise, la mâchoire tendue.
Et Caleb suit simplement le mouvement? Il avait l'air mal à l'aise, a-t-elle admis, mais il ne l'a pas arrêté. Quand je suis rentré à la maison, maman était assise à la table de la salle à manger. Elle enveloppait soigneusement quelque chose dans un tissu de velours. Je me suis approché lentement. C'était la montre de papa. La vieille Hamilton qu'il portait à chaque Noël. Elle ne tic-taquait plus depuis des années, mais elle était précieuse, comme le temps lui-même, figée dans l'argent. Je pensais que Caleb devrait la voir, a-t-elle dit doucement. Il l'a toujours admirée. Mais tu n'es même pas invité. Elle n'a pas répondu. Elle a juste glissé le tissu dans une petite boîte en bois, ses doigts s'attardant sur les bords comme si elle ne voulait pas lâcher prise. Cette nuit-là, je n'ai pas pu dormir. Je suis resté allongé dans mon lit, fixant le plafond, rejouant la voix de Calista dans ma tête. Ce ton aigu et mielleux qu'elle utilisait toujours. Posture parfaite, sourire parfait, complimentant toujours des choses qui n'avaient pas besoin de compliments. Je me souvenais de notre première rencontre. Elle avait fait l'éloge de la cuisine, commenté mes boucles d'oreilles, posé des questions sur l'origine de maman avec une inclinaison de tête qui semblait chargée. Et maintenant, ces mots, lignes modernes, pas d'ambiance familiale gênante, résonnaient plus fort. J'ai pensé à maman pliant des serviettes comme si rien n'allait. À Caleb faisant semblant que c'était pour le mieux. Et j'ai senti quelque chose monter en moi. Pas seulement de la tristesse, pas même de la déception. C'était de la colère, contrôlée, concentrée, le genre qui s'installe derrière vos yeux et ne cligne pas. Il confondait grâce et silence, dignité et absence. Il ne savait pas à quel point ils avaient tort. Je me suis assise à mon bureau, la carte RSVP toujours vierge. Je l'ai retournée, puis retournée encore. Le papier était épais, coûteux, probablement choisi à la main par Calista, mais il semblait creux. Et alors que je pliais cette carte RSVP vide, j'ai réalisé que je n'y assisterais pas non plus. Je n'ai pas répondu à l'invitation. Je n'ai pas appelé. Je n'ai même pas rappelé Caleb. Au lieu de cela, j'ai plié l'enveloppe ivoire, celle avec les détails en feuilles d'or sur lesquels Calista avait probablement obsessionné, et je l'ai jetée dans la poubelle de recyclage comme si ce n'était rien de plus que du courrier indésirable. Ensuite, j'ai pris mon téléphone, j'ai tapé rapidement et clairement, je n'y vais pas, mais je ne vais pas non plus rester silencieuse, et j'ai envoyé le message à Tara. Une minute plus tard, les 3 points clignotaient sur mon écran. Sa réponse fut courte, il était temps. Ce soir-là, je suis retourné chez maman. Il était presque nuit quand je me suis garé dans son allée. La lumière du Porsche s'était déjà allumée, projetant une douce lueur orangée sur le chemin du jardin. Elle a ouvert la porte avant même que je frappe, comme si elle se tenait derrière, attendant. « Tu as faim ?» a-t-elle demandé. « Pas vraiment. On peut juste parler ?» Elle a hoché la tête et m'a conduite à la véranda arrière où nous nous asseyions souvent pendant les nuits d'été. L'air sentait légèrement les plants de tomates et l'herbe coupée. Elle m'a tendu un verre de thé sucré et je l'ai tenu sur mes genoux, sans boire. « Je ne vais pas au mariage », ai-je dit doucement, observant sa réaction. Son visage est resté calme, mais quelque chose dans ses yeux a changé. Un scintillement comme si quelqu'un avait éteint une lumière derrière eux. « Ara, chérie, ne fais pas ça pour moi. »« Je ne le fais pas à cause de toi, » ai-je dit. « Je le fais pour toi. Je ne vais pas m'asseoir là et prétendre que tout va bien pendant qu'ils prétendent que tu n'existes pas. » Elle a baissé les yeux sur ses mains, les doigts entrelacés. « J'ai vécu une longue vie. Je peux supporter un peu de honte. »« Ce n'est pas de la honte, » ai-je dit. « C'est de l'effacement. » Elle n'a pas répondu, s'est contente de regarder la lumière déclinante. Je lui ai accordé un moment, puis elle a dit doucement, « J'ai su dès que je n'ai pas été incluse dans les photos de famille que je ne serai pas non plus au mariage. Ça fait toujours mal. » Mais Caleb a toujours été impressionnable. « Maman, » ai-je dit, en lui touchant la main. Il a 32 ans. Ce n'est plus un garçon, et tu n'es pas invisible. Tu n'es pas une relique à retirer d'une liste. Son menton tremblait à peine. Tu penses que je n'ai pas pratiqué le sourire à travers les choses? J'avais l'habitude de coudre des ourlets dans le noir pour que tu aies une robe pour les concerts à l'école. Je me suis couché affamé plus de nuits que je ne peux compter pour que toi et Caleb ayez une seconde assiette. Mais une invitation à un mariage? C'est trop demandé. Sa voix s'est brisée à la fin. Je me suis approché et l'ai serré dans mes bras par les épaules. Elle n'a pas pleuré. Elle a juste laissé échapper un long soupir comme si elle le retenait depuis des années. Cette nuit-là,
je n'ai pas pu dormir. Je me suis assise, feuilletant de vieux albums photos. Maman sur le porche dans son uniforme d'infirmière. Tenant Caleb après sa première coupe de cheveux. Elle rapiéçant l'ourlet de ma robe de bal la nuit avant la danse. Elle s'endormant à la table de la cuisine, stylo rouge encore à la main après avoir édité mon essai universitaire. Comment sommes-nous passés de cette femme à un nom qui ne mérite même pas une place? Le lendemain, après le petit déjeuner, je lui ai dit que j'avais des courses à faire. J'ai plutôt conduit au centre-ville, directement au Montgomery Event Center. Ils organisaient une journée portes ouvertes ce matin-là. Des mariés, des planificateurs, des fournisseurs. Je suis entré en prétendant être une autre parente curieuse qui aidait. Personne ne m'a demandé qui j'étais. Et là, elle était, Calista. Polie, posée, vêtue de bleu pâle, exactement la teinte d'un tableau Pinterest. Elle dirigeait un petit groupe dans le grand salon de réception, parlant des arrangements floraux et des options d'éclairage. Nous visons quelque chose de propre, d'élégant, très organisé, a-t-elle dit, faisant un geste vers les longues tables ivoires. Pas d'encombrement. Nous voulons une histoire visuelle qui a du sens. Pas de distraction, pas de dynamique gênante. Nous gardons ça surélevé. Le mot s'est coincé dans ma gorge. Surélevé. Je me suis attardé derrière une table empilée d'échantillons de restauration, la regardant voltiger de table en table. Chaque mot qu'elle disait ressemblait à une audition soigneusement répétée, et derrière son sourire, je ne voyais que du contrôle. Sa version de la famille était parfaite, mais seulement si elle correspondait à son objectif. Je suis sorti pour prendre l'air et j'ai vu Caleb près du parking, consultant son téléphone. Seul. Je me suis approché. Ara, a-t-il dit, surpris. Qu'est-ce que tu fais ici? Je pourrais te demander la même chose. J'aide juste à coordonner quelques détails de dernière minute. Je l'ai regardé, vraiment regardé, et j'ai vu à quel point il était fatigué. Ou peut-être à quel point il était vide. Tu laisses cette femme humilier maman, ai-je dit doucement. Il a bougé. Ce n'est pas comme ça. Alors, comment c'est? C'est compliqué. Non, c'est lâche. Il a ouvert la bouche pour argumenter, puis l'a refermée. Nous sommes restés silencieux. J'ai regardé une brise agiter les feuilles d'un arbre voisin pendant qu'il fixait ses chaussures. Juste, a-t-il marmonné, ne rend pas ça plus difficile. Puis il s'en est allé. Je ne l'ai pas suivi. Au lieu de cela, j'ai appelé quelqu'un qui pourrait vraiment s'en soucier. La grande-tante de Calista, Eleanor, une veuve dans la soixantaine qui l'avait pratiquement élevée après le divorce de ses parents. Je me souvenais qu'elle vivait juste à l'extérieur de la ville dans une petite maison jaune avec des carillons éoliens sur le porche. Elle m'a accueilli comme si j'étais de la famille. J'ai tout expliqué. Comment maman avait été exclue, comment personne ne s'était levé pour elle. Son visage s'est assombri. Calista a toujours été particulière, a-t-elle dit. Mais ça. Elle secoua la tête. Elle ne parle pas au nom de toute la famille. Tous ont un mot à lui dire. Je ne savais pas ce que cela changerait, mais cela importait. Ce soir-là, je me suis assise à ma table de cuisine, les lumières tamisées, sirotant du café refroidi. Je n'étais plus en colère. J'étais concentré. Calista voulait la perfection. Mais il n'y a pas de famille parfaite, seulement de vraies familles. Défectueuses et résilientes et parfois désordonnées. J'ai ouvert le site web du planificateur de mariage, pensant revoir les détails du lieu. Mais autre chose a attiré mon attention. Un email du coordinateur de l'église. Je lui avais laissé un message vocal plutôt demandant des réservations de bancs. Elle m'a répondu, chère Alara, comme demandé par la famille de la mariée, veuillez noter que les dispositions de siège ont été ajustées pour éviter les perturbations visuelles. Cela inclut de demander aux invités âgés qui utilisent des appareils d'assistance de rester assis vers l'arrière ou d'assister via diffusion en direct. On nous a dit que c'était pour l'équilibre esthétique. J'ai cligné des yeux. Pas seulement maman. 3 autres parents. 2 utilisent des cannes. Une est en fauteuil roulant. Perturbation visuelle. Je suis restée assise, serrant le bord de la table. Le mauve esthétique brûlant ma poitrine. C'est alors que j'ai su que cela ne concernait plus seulement ma mère. Oh, cet email est resté dans ma boîte de réception comme une allumette. Brûlant doucement, mais refusant de s'éteindre. Je n'ai pas dit à maman.
Pas encore. Je n'étais pas prête à la voir encaisser un autre coup, surtout un qui traversait si cruellement quelque chose qu'elle chérissait, sa dignité. Au lieu de cela, j'ai envoyé un rapide message à Tara, nous devons parler. Nous nous sommes rencontrés dans une petite dînerie dans une autre ville, quelque part où personne de notre famille ne tomberait par hasard. Le genre d'endroit avec des banquettes en vinyle et un jukebox qui n'avait pas fonctionné depuis les années 80. Elle s'est glissée sur le siège en face de moi, ses yeux scannant mon visage avant même que je ne parle. D'accord, a-t-elle dit. Quelle est la gravité de la situation? Je lui ai tendu mon téléphone avec l'email toujours ouvert. Elle l'a lu lentement, ses lèvres se resserrant à chaque ligne. Équilibre esthétique, a-t-elle murmuré. Ils traitent les gens comme des décorations. Ils ont appelé ça de la symétrie, ai-je dit, comme si un déambulateur ou un fauteuil roulant ruinait la pièce maîtresse. Tara a posé le téléphone et s'est penchée en arrière, retenant visiblement sa fureur. Tu sais, Géraldine a aussi mentionné quelque chose d'étrange. Elle a dit qu'on avait dit à tante Lou et oncle Rick de ne pas venir. Elle a dit que l'église était pleine, mais seulement après qu'ils aient posé des questions sur le stationnement accessible. J'ai cligné des yeux. Ils ont dit à Lou et Rick de ne pas venir? Elle a dit qu'ils avaient reçu un appel du planificateur de mariage de Calista. On leur a dit que la disposition de l'église avait changé et que leur présence ne serait pas idéale pour le flux de mouvement, quoi que cela signifie. Je n'avais pas besoin de traduction. Je savais exactement ce que cela signifiait. 3 jours avant le mariage, les exclusions s'accumulaient. D'abord, maman, puis Lou et Rick, puis les autres que j'avais entendus en passant. Des gens effacés discrètement comme des taches sur une photo, juste pour ne pas correspondre à une image parfaite organisée. Cet après-midi-là, je suis allé à l'église sous prétexte de vouloir voir les fleurs. Le bâtiment se tenait immobile comme toujours, une structure en bois de clapboard blanc avec des vitraux brillants faiblement sous le soleil de fin de journée. À l'intérieur, j'ai trouvé Madame Kang dans le couloir, triant des hymnes. Elle a levé les yeux de son chariot en me voyant. « Et Lara, ma chérie, tu nous as manqué au service de dimanche. » J'ai souri poliment. J'ai juste une question rapide sur les places pour le mariage. Son visage a changé juste un peu. Elle a jeté un coup d'œil dans le couloir, puis s'est penchée, baissant la voix. Il y a une liste, ma chère. Une liste? Elle hocha la tête. Ils l'ont apporté mardi. Pas par écrit, mais très détaillé. Qui asseoir ou? Qui ne pas asseoir du tout? Elle a pressé ses lèvres, puis a ajouté, le nom de votre mère a été retiré il y a 2 semaines. Vos cousins aussi. Pour des raisons visuelles? Ils ont dit quelque chose sur le maintien du flux et de la symétrie dans l'allée. Mon estomac s'est serré. Avez-vous accepté? Je ne contrôle pas les bancs, ma chérie, a-t-elle murmuré. Mais je me souviens quand votre mère chantait dans cette même chorale. Elle ne faisait pas seulement partie de cette église. Elle en était le cœur. Sa voix tremblait sur le dernier mot. Elle a baissé les yeux et a fait semblant de trier des papiers, mais je pouvais voir que ses yeux étaient devenus vitreux. Cette nuit-là, de retour chez maman, je l'ai trouvée assise à la vieille table de la cuisine, stylo à la main, son écriture lente et délibérée. Une feuille pliée de papier ligné était posée à côté d'elle, déjà remplie. « Tu écris quelque chose ?» ai-je demandé doucement. Elle a levé les yeux, un peu surprise, puis a souri faiblement. « Juste une note pour Caleb. Rien de dramatique. Puis-je la lire ?» Elle secoua la tête. « Pas encore. Je n'ai pas fini. » Je me suis assise à côté d'elle. « Tu essaies toujours ?» ai-je dit, ma voix basse. « Même après tout ça. » Elle a regardé la lettre, puis par la fenêtre. « Il est toujours mon fils. » Cela m'a brisé plus que n'importe quelle insulte de Calista jamais n'aurait pu le faire. Maman n'était pas amère. Elle ne complotait pas de vengeance. Elle était juste assise là, tendant tranquillement de l'amour dans une pièce qui était restée froide depuis longtemps. Mais je n'allais plus la laisser se tenir là toute seule. Cette nuit-là, j'ai sorti mon téléphone et j'ai commencé à composer. D'abord, le photographe, un type nommé Clay, qui prenait des photos de théâtre communautaire et se présentait maintenant comme un architecte narratif de mariage. « Salut Clay » ai-je commencé, en essayant d'avoir l'air décontracté. « Saviez-vous que certains membres de la famille de la mariée avaient été déprogrammés en raison de conditions médicales ?» Il a marqué une pause. « Quoi ? Je me demande juste comment cela s'inscrit dans l'histoire visuelle que vous organisez. »
Son silence suffisait comme réponse. J'ai continué. Ensuite, le fleuriste. Une femme nommée Darla dont je me souvenais vaguement du lycée. Elle accrochait des grues en papier dans son casier. J'ai expliqué ce qui se passait. Elle ne m'a pas interrompu, c'est contente d'écouter. Puis elle a dit doucement, merci de me le dire. Je n'en avais aucune idée. J'ai appelé la pianiste, Madame June Lively, qui jouait à chaque événement de l'église, des spectacles de Noël aux funérailles. Elle a mis du temps à répondre, mais quand j'ai expliqué la situation, elle a dit, laissez-moi réfléchir, ma chère. Je ne joue pas pour l'exclusion. Dès midi le lendemain, la nouvelle s'était répandue plus loin que je ne l'avais prévu. Tara a appelé pour dire qu'elle était de la partie. Quoi que tu fasses, je le fais aussi. Ensuite, tante Géraldine m'a envoyé un email, nous sommes avec toi. Discrètement, mais à fond. Même l'assistante du fleuriste, une jeune femme douce nommée Zoé, m'a contacté. Si vous avez besoin d'aide pour quoi que ce soit, j'aimerais être impliqué. Pas pour le drame, pour la dignité. Ce n'était pas une révolution, mais c'était quelque chose. Puis vint le contre-coup. Tard dans la nuit, mon téléphone a vibré. Caleb, tu dois arrêter, a-t-il texté. C'est notre journée. J'ai fixé ces mots, leur audace. Notre journée, ai-je tapé en retour. Tu as déjà effacé maman. Ne t'attends pas au silence aussi. Aucune réponse. Mais le lendemain matin, Madame Lively a appelé. J'ai fait mon choix, a-t-elle dit sans préambule. Je ne jouerai pas pour ce mariage. Mais je jouerai à autre chose. Même heure, même jour. À un pâté de maison. Je me suis figé. Vous voulez dire? Je pense que nous pouvons offrir quelque chose de plus gentil, a-t-elle dit. Un rassemblement pour ceux qui ont été invités à ne pas faire partie de l'histoire. J'apporte mes partitions. Je n'ai pas répondu immédiatement, me suis contenté de rester là avec le téléphone pressé contre mon oreille, souriant comme si quelqu'un avait allumé une petite lampe à l'intérieur de moi. Nous n'allions pas crier, nous n'allions pas protester, mais nous allions exister. Nous allions nous rassembler. Nous allions nous souvenir les uns des autres. Et pendant qu'il répétait un mariage sans nous, nous préparions quelque chose de bien plus sacré. Comme nous n'avions pas de violon ou de pétales dans l'allée, pas de procession, pas de projecteur, juste des mains tenant tranquillement des fleurs sauvages sur de la ficelle et quelques chaises dépareillées disposées en cercle. Pas dérangé. J'avais aidé maman à enfiler sa robe bleue ce matin-là. Elle était douce, du genre qui bougeait comme de l'eau quand elle marchait. Elle s'est regardée dans le miroir, puis moi. Est-ce que je ressemble à quelqu'un qui est célébré ou à quelqu'un qui est pitoyé? Tu ressembles à toi-même, ai-je dit, en lui brossant une mèche de cheveux derrière l'oreille. Et cela suffit à célébrer. Le soleil était chaud quand nous avons conduit, pas vers le Four Seasons où la cérémonie officielle se déroulait déjà, mais vers une modeste salle communautaire à 2 pâtés de maison. En nous arrêtant, j'ai remarqué le panneau fait à la main au tableau noir à l'extérieur, tout le monde est le bienvenu. À l'intérieur, il sentait légèrement le café et les lits. L'air bourdonnait, pas de glamour, mais de quelque chose de plus stable, une vraie chaleur, le genre que les gens portent dans leur poche quand ils savent ce que c'est que d'être oubliés. J'ai aidé maman à s'asseoir près du devant, puis je me suis retourné pour voir qui était venu. Au début, il n'y avait qu'une poignée, puis 10, puis plus. Quelques oncles que je n'avais pas vus depuis des années, 2 de mes anciens professeurs du collège, et Madame Yvette, notre ancienne voisine, qui portait toujours des chaussures orthopédiques et apportait des barres au citron à chaque enterrement. Elle m'a serré si fort que j'ai cru que mes côtes allaient craquer. Et puis il y avait Denis. Je ne l'avais pas vu depuis la commémoration de grand-père. Il s'est avancé avec effort, mais un sourire s'étirait sur son visage. C'est la première fois que je porte une cravate depuis que Reagan est en fonction, a-t-il plaisanté. Mais pour ça, ça valait le coup. Quelqu'un a apporté un plateau de thé glacé et de biscuits au miel. Quelqu'un d'autre a commencé à plier des grues en papier et à les mettre dans des vases. Il n'y avait pas de plan, pas de programme, juste des gens qui se présentaient avec des histoires et des cœurs lourds et un besoin d'être vus. J'ai jeté un coup d'œil à mon téléphone une fois, par instinct. Tara m'avait envoyé un message, la mariée porte sa 5e tenue. On croirait le mégala. J'ai souri, puis j'ai regardé notre rassemblement. Il n'y avait pas de robe ici, juste des rires résonnant à travers les vieux murs lambrissés pendant que maman se penchait en arrière sur sa chaise, gloussant à une histoire que Géraldine racontait sur leur jour à la chorale de l'église.
Son rire était léger, presque timide, comme si la joie avait oublié qu'elle avait le droit de vivre ici. Puis la petite Savannah s'est levée, seulement 6 ans et pas une note juste, et a chanté le Amazing Grace à son grand-père, qui s'est essuyé les larmes avec la manche de sa chemise à carreaux. J'ai détourné le regard rapidement, prétendant ajuster les fleurs, mais en vérité, je retenais quelque chose de dense dans ma gorge. De l'autre côté de la ville, je savais que Calista posait pour ses premières photos de danse, probablement encadrées par des colonnes de marbre et une lumière filtrée. Ici, nous étions, chemise sale, il me faut. Certaines personnes ont oublié de faire taire leur téléphone, mais cela semblait complet. Cela semblait honnête. Vers 11 heures, quelques invités se sont glissés par la porte latérale. Ils semblaient rougissants, comme s'ils venaient de courir 1 kilomètre. L'une d'eux était Becca, l'ancienne colocataire de Caleb à l'université. Ils ont remarqué, a-t-elle murmuré, un peu essoufflée. Ton frère a vu les messages. Calista perd la tête. Elle appelle ça du sabotage. Je me suis appuyé contre le mur, croisant les bras. Ce n'est pas du sabotage, ai-je dit calmement. C'est un sanctuaire. Une autre vague d'invités est arrivée. 2 cousins que je n'avais pas vus depuis la remise des diplômes de Caleb. Ils étaient habillés pour le mariage, mais leur visage était pâle. L'un d'eux, Julian, a regardé autour de la pièce avant de s'installer sur maman. Nous pensions être les seuls à ne pas être invités, a-t-il dit, la voix craquelée. Maman s'est levée lentement, a traversé la pièce et l'a serré dans ses bras. Pas de mots, juste des bras enroulés autour de personnes oubliées essayant de retrouver leur place. Quelqu'un a commencé à jouer du piano. Mise. Lively, ses doigts gracieux et un peu tremblants. Le vieil hymne, s'appuyant sur les bras éternels, a rempli l'espace. Pas parfait, mais sincère. Et puis ce fut mon tour. Je n'avais pas prévu de parler, mais la pièce était devenue silencieuse, pleine d'attente. Je me suis levé, j'ai éclairci ma gorge, et j'ai dit, je sais que certains d'entre vous sont ici parce qu'ils n'avaient nulle part ailleurs où être aujourd'hui. Pas par choix, mais par la décision de quelqu'un d'autre. Il y eut des murmures, des hochements de tête. Ce n'est pas une protestation, ai-je continué. Il ne s'agit pas de leur prendre quoi que ce soit. Il s'agit de se souvenir. Se souvenir des personnes qui ont construit, élevé, aimé et façonné une famille. Et aujourd'hui, nous disons qu'ils comptent. Vous comptez. Silence, puis applaudissements, puis inopinément quelques rires. Quelqu'un a applaudi trop fort et a renversé une chaise. Nous avons tous ri ensemble. Ce fut un moment rare, un peu désordonné, un peu brisé, mais guérisseur. Vers la mi-journée, le rassemblement a commencé à se dissiper. Certaines personnes sont restées pour aider à nettoyer. D'autres ont partagé des KUG et des recettes et échangé des numéros, quelque chose que je n'avais pas vu dans notre famille depuis des années. Je suis sorti pour reprendre mon souffle et vérifier mon téléphone. C'est alors que j'ai vu la photo. Quelqu'un l'avait postée publiquement, partagée sur 3 groupes de discussion déjà, un gâteau de mariage imposant, des lustres en cristal et un seul détail choquant. Pas de marié. La légende disait, problème à l'hôtel. Le marié a disparu. Mariage en pause. J'ai fixé l'écran, sans cligner des yeux. Personne n'avait appelé. Personne n'avait envoyé de message. Mais au fond, je n'en avais pas besoin. Alors que je glissais mon téléphone dans la poche de mon manteau, j'ai regardé de l'autre côté de la rue, vers le bord calme d'un parc voisin où il allait quand il était enfant. J'avais l'impression de savoir exactement où il était allé. J'ai traversé la rue sans réfléchir, mes talons s'enfonçant dans la terre molle de la pelouse du parc. La lumière de fin d'après-midi filait bas, lavant le ciel de cette teinte ambre pâle qui me donnait toujours l'impression que le temps retenait son souffle. Je n'étais pas sûr de ce à quoi m'attendre. Peut-être un banc tranquille. Peut-être la balançoire où Caleb me poussait quand nous étions enfants. Mais quand je suis rentré à la maison, je n'ai pas eu à chercher. Il était déjà là, assis sur notre porche comme une statue que quelqu'un avait oublié de déplacer. Encore en smoking, bien que froissé et lâche sur les épaules. Sa cravate pendait à moitié défaite, un bouton ouvert de trop. Les coudes posés sur ses genoux, les mains jointes, la tête baissée, comme s'il attendait d'être jugé. Ou peut-être juste en attendant que quelqu'un remarque qu'il n'avait pas complètement disparu. J'ai ralenti sur les marches. Le bruit du gravier sous ma chaussure le fit lever les yeux. Ses yeux étaient vitreux, pas injectés de sang ou larmoyants, juste vides,
comme s'il regardait la mauvaise chose depuis trop longtemps. Je ne savais pas qu'il l'avait désinvité, a-t-il dit avant même que j'ouvre la bouche. Je n'ai pas répondu tout de suite, j'ai juste posé mon sac sur la rampe du porche et je me suis appuyé contre elle, en le regardant. Je pensais que maman ne voulait juste pas venir, a-t-il ajouté, plus bas cette fois. J'ai gardé ma voix stable. Tu n'as pas demandé. Il a grincé comme si je l'avais giflé, mais il n'a pas argumenté, s'est contente de hocher faiblement la tête, plus à lui-même qu'à moi. Elle m'a dit qu'elle ne se sentait pas bien, et je l'ai cru, a-t-il marmonné. Je n'ai pas posé de questions. Calista a dit qu'elle avait probablement besoin de repos. Elle a dit que nous pourrions la faire face après la cérémonie. Son rire était court et amer. Faire face comme si elle était une cousine éloignée. Je n'ai pas offert de réconfort. Pas encore. Je ne pouvais pas distribuer de la gentillesse comme des mouchoirs. Pas quand il avait aidé à écrire la liste des invités à l'encre invisible. Il s'est frotté le visage. C'est devenu étrange au mariage. Pendant la réception, Calista a prononcé un discours. Tu sais comment elle est. Grand geste, cheveux parfaits, voix comme une animatrice de podcast. Il a donné un sourire sec et sans humour. Elle a parlé de l'avenir, de l'héritage familial. Et puis elle a commencé à réécrire tout ça. J'ai haussé un sourcil. Pas mention de maman ou de toi, juste de son père. Elle a dit qu'il était la raison pour laquelle j'avais jamais cru en l'amour. Elle a dit qu'il l'avait élevée pour croire qu'elle méritait une vie d'excellence. Et puis sa mère a porté un toast à l'abandon des anciennes attaches et au choix de la joie. Et où étais-tu dans cette histoire? Il a détourné le regard. Nulle part. Nous sommes restés dans le silence qui a suivi. Le vent a fait bouger un carillon quelque part dans le jardin. Un cardinal s'est posé sur le poteau du jardin, a incliné la tête, puis s'est envolé à nouveau. Je suis allé prendre l'air, a-t-il finalement dit. Au milieu du dîner, j'ai dit que je sortais une minute. Sa voix a baissé. Je ne suis jamais revenu. Je l'ai étudié. Le smoking, les chaussures toujours éraflées par la marche. Pas de téléphone en vue. Tu as tout laissé. Ça ne me semblait plus à moi, a-t-il dit. Ni la nourriture, ni les gens, ni la vie dans laquelle je marchais. Alors pourquoi venir ici, ai-je demandé. Il m'a jeté un regard, lentement. Je ne savais pas où d'autre je serais encore le fils de quelqu'un. Cela a touché plus profondément que je ne m'y attendais. J'ai pressé mon pouce contre le bord de la rampe du porche juste pour sentir quelque chose de solide. Avant que je puisse répondre, la porte moustiquaire a craqué derrière nous. Notre mère est sortie, vêtue d'un peignoir doux, ses cheveux attachés lâchement. Elle avait dû s'assoupir après le rassemblement. Elle a cligné des yeux contre le soleil, s'habituant à ce qu'elle voyait. Son regard est tombé sur Caleb. Il s'est levé, chancelant. Maman. Sa voix s'est brisée. Elle n'a rien dit. Pas de leçon, pas de demande d'explication. Elle a juste avancé et l'a serré dans ses bras comme si elle attendait depuis le moment de sa naissance. Son visage enfoui dans son épaule, la même épaule sur laquelle elle l'avait porté après les défaites de Ligue Junior et les fièvres et les chagrins que personne d'autre n'avait jamais vus. Ils sont restés ainsi, juste en respirant. Je me suis assise sur les marches du porche, leur laissant de l'espace, regardant le ciel se teinter de lavande et de rose, le genre de coucher de soleil qui ne s'excuse pas de terminer la journée. Finalement, elle l'a laissé partir, a fait signe à tous les deux de nous asseoir. Elle a apporté 2 vieux coussins de jardin et un verre d'eau. Nous n'avons pas beaucoup parlé après ça. Nous étions 3 assis, 2 frères et sœurs et une mère, regardant le jardin. Les cigales commençaient au loin, et l'odeur de l'herbe fraîchement coupée flottait dans l'air. Après un long silence, Caleb a murmuré, « Je crois que je l'ai perdu. » Je me suis légèrement tourné. « Tu n'as pas perdu Calista, » ai-je dit. « Tu as trouvé la vérité. » Il a laissé cela s'installer, puis s'est penché contre le poteau du porche, une seule larme glissant sur sa mâchoire, disparaissant dans le pli de son col. « Ce n'est pas le mariage que j'imaginais, » a-t-il dit doucement. Je lui ai jeté un coup d'œil. Parfois, l'histoire dans ta tête doit se briser avant que la vérité puisse respirer. Il a donné un petit rire, puis a sorti son téléphone de la poche de son manteau, a tapé quelques fois, puis nous l'a tendu pour que nous voyions le lien de l'album de mariage. La photo d'aperçu était elle. Calista dans cette robe ornée de perles, souriant comme une présentatrice de journal. Sans hésitation, il a supprimé le lien.
Ils peuvent garder les photos, a-t-il dit. Je préfère me souvenir de ça. Il a fait un geste autour de lui. Le Porsche, les tulipes flétries, la lanterne cassée que maman n'avait toujours pas réparée depuis l'orage de l'été dernier. Et juste comme ça, la douleur dans l'air a commencé à se relâcher. J'ai vu quelque chose scintiller dans son expression. Pas la paix, pas encore, mais peut-être. La reconnaissance. J'ai eu des doutes, a-t-il dit après un moment. Il y a des mois, quand nous planifions, le père de Calista gérait les chiffres. Sa mère choisissait les arrangements floraux. Et moi. Il a marqué une pause. Je n'étais même pas dans la pièce la plupart du temps. J'étais juste une case à cocher. Tu n'as rien dit, ai-je dit, plus curieuse qu'accusatrice. J'ai essayé, a-t-il admis, mais ils ont juste appelé ça des nerfs. Ils ont dit que j'étais dépassé, que tout se sentirait bien une fois la cérémonie commencée. Et est-ce que c'était le cas? Il m'a regardé, a regardé maman, puis a secoué la tête. Je me sentais comme un fantôme à mon propre mariage. J'ai avalé difficilement, en essayant de ne pas laisser cela me frapper trop fort. Malgré tout son silence auparavant, ce n'était pas facile maintenant. Et puis il a demandé doucement, presque comme s'il n'était pas sûr d'avoir le droit. Puis-je rester la nuit? Il n'a même pas attendu ma réponse. Caleb s'est levé, son smoking maintenant une coquille froissée, et est entré comme s'il rentrait d'une longue guerre perdue. Je l'ai suivi à l'intérieur, en allumant la lumière du couloir alors que le dernier rayon de soleil disparaissait derrière les chênes. L'air à l'intérieur portait encore cette légère odeur de polish au citron et de chaleur vécue. Le genre d'endroit où les planchers craquaient, non pas par négligence, mais par souvenir. Je vais préparer la chambre d'amis, ai-je dit doucement. Il a donné un lent hochement de tête, les yeux fatigués, et s'est dirigé vers la cuisine où maman avait déjà mis une bouilloire sans dire grand-chose. J'ai poussé la porte de l'ancienne chambre d'amis, celle qui était sa chambre à l'adolescence avant qu'il ne parte pour l'université. L'air à l'intérieur était légèrement moisi, et les rideaux étaient restés fermés hermétiquement pendant des mois. J'ai entrouvert une fenêtre, laissant la brise nocturne agiter le calme stagnant. En retirant le lit, les draps à carreaux délavés sont partis d'un coup. J'ai trouvé un vieil ensemble de draps bleu marine dans le placard du couloir, toujours doux, portant toujours cette odeur de lessive de quand maman avait l'habitude d'accrocher des vêtements dehors. En rentrant les coins serrés, quelque chose a cliqueté sous le lit. Je me suis accroupi et l'ai sorti. Une photo recourbée sur les bords, légèrement poussiéreuse. C'était nous, Caleb et moi, peut-être 8 et 11 ans, debout pieds nus au lac Junipé. Maman était derrière nous, tenant 2 cornets de crème glacée qui fondaient et riant si fort que ses lunettes de soleil étaient de travers. Caleb était en plein éclaboussement, des gouttelettes d'eau figées dans l'air. J'ai apporté la photo à la cuisine et je la lui ai tendue. Il a cligné des yeux dessus. Puis un petit sourire a tiré le coin de sa bouche. Tu m'as poussé dedans juste après ça, a-t-il dit. Je me souviens, parce que j'ai perdu une sandale et papa a fait semblant de la pêcher avec un râteau. J'ai souri. Et ensuite, tu m'as obligé à te donner mon cornet en paiement de détresse émotionnelle. Il a gloussé, secouant la tête. Tu étais une menace. Tu adorais ça. Cela l'a fait rire à nouveau, pour de vrai cette fois. Pas un son brisé, mais un son chaud qui s'est enroulé dans les coins de la pièce comme une lumière de bougie. Plus tard dans la nuit, après que maman soit allée se coucher et que la maison se soit calmée dans son ronronnement silencieux, Caleb et moi nous sommes assis à nouveau sur le porche. 2 vieilles couvertures drapées sur nos épaules, et des tasses de thé tiède entre nos paumes. La lune était basse sur l'érable, projetant de l'argent sur la cour. J'ai cogné son pied avec le mien. Étais-tu vraiment heureux avec elle? Il n'a pas répondu tout de suite. Finalement, il a expiré. Je ne pense pas avoir jamais eu l'espace de me poser cette question. Je n'ai pas insisté. J'ai laissé le silence s'étirer entre nous comme un pont encore en construction. Il a tiré la couverture plus fort. J'ai toujours eu l'impression de devoir prouver quelque chose à sa famille. Comme si j'étais en probation. Il disait des choses comme « Tu es une si bonne influence sur Calista » ou « Elle a de la chance d'avoir quelqu'un d'aussi stable ». Il a fait une pause, mais jamais l'inverse. J'ai incliné la tête. Il te faisait sentir choisi. Il hocha la tête. Comme si j'étais un projet. Ils avaient accueilli quelque chose à polir. Un coup de pouce à un CV. J'ai laissé mes parents avoir honte de notre famille. Ara, je ne l'ai pas arrêté.
Il faisait des remarques à maman. L'appelait humble, comme si c'était un défaut. Il se moquait de ton travail, de ta maison, et je restais silencieux. Il m'a regardé alors, les yeux clairs dans la douce lumière. Je pensais que rester silencieux était de l'amour. Je ne l'ai pas grondé. À quoi bon? Au lieu de cela, je me suis levé, je suis entré et je suis revenu avec une lettre que j'avais gardée dans un tiroir pendant des années. Après la mort de papa, ai-je dit, en la lui tendant, je l'ai trouvée dans sa boîte à outils. Je ne te l'ai jamais donnée. Ses doigts tremblaient légèrement alors qu'il ouvrait l'enveloppe. Je pouvais encore réciter chaque ligne. Il a lu à voix haute, la voix basse. Caleb, si tu lis ceci, je ne suis probablement plus là. Ce n'est pas moi qui fais du drame. C'est juste la vérité. Je sais que parfois tu te sens pris entre qui tu étais et qui tu es censé devenir. N'oublie jamais, mon fils. Tu as toujours le choix de ce qui compte. Et j'ai confiance en toi pour choisir juste. Quoi que tu fasses, je suis fier de toi. Pas pour ton travail ou ton argent ou qui tu épouses. Je suis fier de toi parce que tu aimes profondément, même quand c'est difficile, et c'est ça qui dure. La voix de Caleb s'est brisée. Il a plié lentement la lettre et l'a tenue contre sa poitrine pendant un moment. Je n'étais pas prêt pour ça avant, a-t-il murmuré. Je sais, ai-je dit. Quelque temps après minuit, maman nous a rejoints. Elle portait ses chaussons et un gilet usé, ses cheveux attachés en un chignon lâche. Elle avait l'air fatiguée, mais pas épuisée, juste réelle. Elle s'est assise à côté de nous avec un profond soupir, serrant ses jambes. Pour mémoire, a-t-elle dit, ce n'est pas la première fois qu'on me dit que je suis trop ordinaire. J'ai jeté un coup d'œil. Elle regardait la lune maintenant. Quand Caleb sortait avec Calista, je le sentais. Les petites remarques. La mère de Calista m'a demandé une fois si j'avais jamais envisagé de prendre un passe-temps plus raffiné, comme la poterie, comme si la boulangerie et la couture étaient indignes d'elle. Elle a donné un triste sourire. Mais l'ordinaire t'a élevé. Nous étions à nouveau silencieux, mais ce n'était pas un silence lourd. C'était quelque chose de plus doux. Nous avons commencé à nous souvenir des bonnes choses, des vieilles choses. La foire scientifique d'Ara, a dit Caleb, en me donnant un coup de coude. Ce modèle de volcan a explosé si fort qu'il a fait sauter l'horloge du gymnase. J'ai ri. Et ta pièce de théâtre au lycée, Roméo? Tu as oublié la moitié de tes répliques et tu as juste embrassé Juliette 2 fois pour gagner du temps. Improvisation, a-t-il dit fièrement. Puis maman a ajouté, tu te souviens de la nuit où ton père a construit la cabane dans l'arbre sous la pluie? Il a dit que c'était maintenant ou jamais. Caleb a souri. C'est l'image que je veux pour notre famille. Pas d'illustrer du silence, ai-je murmuré. Il hocha la tête. Nous sommes restés assis là un moment, enveloppés de souvenirs. Finalement, Caleb s'est levé, s'est étiré, et a sorti son téléphone. Il a fixé l'écran un moment, puis a tapé un message, lentement et délibérément. Je ne reviendrai pas, a-t-il dit. J'espère que vous trouverez ce que vous cherchez, mais je dois récupérer ce que vous avez essayé d'effacer. Il a posé le téléphone, l'écran face au sol du Porsche. Puis il s'est assis à côté de moi. Sa main a trouvé la mienne. Merci, a-t-il dit, la voix maintenant stable, de m'avoir sauvé. J'ai serré ses doigts. Tu n'es pas brisé, Caleb. Juste égaré. Tu as retrouvé ton chemin vers la maison. Le soleil ne s'était pas encore entièrement levé quand je suis entré dans le couloir, pieds nus sur les planchers de bois, encore froid de la nuit. Je pouvais entendre Caleb et maman dehors, des tasses tintant doucement, le bourdonnement de leur voix se mêlant au chant matinal des oiseaux. J'ai jeté un coup d'œil à l'horloge de la cuisine. 7h12, ils étaient déjà dans le jardin. C'était logique. Après tout ce qu'hier avait apporté, aucun de nous n'avait bien dormi. Caleb a dû se lever avant l'aube, comme il le faisait quand il était agité à l'adolescence. À l'époque, il se faufilait dans le jardin, marchait pieds nus dans l'herbe jusqu'à ce que la rosée trempe les ourlets de son pyjama. Maintenant, il était plus âgé, plus lourd d'esprit. Je me suis versé une tasse de café et j'ai pris mon téléphone sur le chargeur. Il y avait un appel manqué d'un numéro bloqué et un message vocal de près de 4 minutes. Mon instinct me disait qui c'était avant que je n'appuie sur lecture. Je me tenais près de l'évier de la cuisine, une main agrippant le bord en céramique, et j'ai tapé sur l'écran. Bonjour. Je suis Madame Cassandra Devaux, mère de Calista Grace Devaux.
Je suppose que vous êtes déjà au courant que votre frère s'est fait un spectacle de lui-même et de notre famille. Il a abandonné un engagement sacré, a humilié ma fille devant des centaines de personnes, et a compromis nos affiliations professionnelles. Par conséquent, nous allons immédiatement demander une annulation légale. De plus, nous demanderons un remboursement financier pour le mariage, qui a coûté plus de 370 000 $. Il sera tenu responsable. Sa voix a baissé, un calme venimeux remplaçant toute trace de politesse sudiste. De plus, si ce fiasco se retrouve dans le public d'une manière qui nous dépeint sous un faux jour, nous sommes prêts à défendre notre nom. Cela inclut l'exposition de certains détails sur le passé de votre mère, son comportement erratique, sa dépression nerveuse en 2009, l'épisode à la clinique. Oui, nous savons que vous ne voulez pas que nous allions là-bas, Miss Alara, mais nous le ferons si nous sommes provoqués. Je suis resté figé. Elle a terminé avec « Votre frère ne ruinera pas notre héritage, et vous non plus ». Je ne l'ai pas supprimé. Je ne l'ai pas non plus rejoué. Je suis resté là, laissant les mots s'installer comme de l'acide dans mon estomac. Le calme du matin sonnait maintenant cassant. J'ai enfilé mes baskets, toujours défaites, et je suis sorti dans le jardin arrière. Caleb levait les yeux de son siège sous le vieux chêne. Maman était assise à côté de lui, son gilet serré, le visage calme mais distant. Je me suis assise en face d'eux, et pris une profonde inspiration et ai regardé directement Caleb. Votre ancienne belle-mère a laissé un message. Il fronça les sourcils. Déjà? J'ai hoché la tête. Elle veut une annulation, exige de l'argent, dit que tu as embarrassé leur nom. Il haussa légèrement les épaules. Ça colle. Elle a aussi dit, ai-je continué, ma voix basse mais délibérée, que si nous ne nous conformons pas, ils vont tirer le passé de maman dans la presse chaque visite à l'hôpital, chaque dossier qu'ils pensent pouvoir tordre. Caleb est devenu immobile, complètement immobile. J'ai continué. Elle a dit, nous ne voulons pas qu'ils aillent là-bas. Et puis elle a raccroché. Il a posé lentement sa tasse. Ils essaient de nous détruire pour sauver la face. J'ai rencontré ses yeux. Laissez-les essayer, a-t-il expiré comme s'il retenait son souffle depuis des semaines. Tu devrais savoir quelque chose, a-t-il dit après un moment. Je n'ai jamais rien supprimé. Ni les messages vocaux. Calista a dit des choses sombres. Sa mère aussi. J'ai la preuve qu'ils m'ont contraint à signer ce contrat prénuptial. Et il y a un compte d'investissement partagé que Calista a ouvert sous nos deux noms sans ma permission. J'ai cligné des yeux. C'est de la fraude. Il hocha la tête. Exactement. Le poids de cela s'est installé entre nous, mais au lieu de la peur, j'ai ressenti quelque chose de plus aigu. La clarté. Je sais qu'il nous faut, ai-je dit, en sortant déjà mon téléphone. J'ai composé Ava Kesley. Nous ne nous étions pas parlé depuis près d'un an. La vie était devenue occupée, mais elle a décroché à la 3e sonnerie. Ara, a-t-elle répondu, surprise. Ça fait un moment. J'ai besoin d'aide, ai-je dit, sans perdre de temps. Droit de la famille. Exposition publique, menace juridique. Il y a eu une pause. Tu vas bien? Non, ai-je répondu. Mais je vais bientôt l'être. J'ai expliqué la situation. Brièvement, mais assez pour la faire jurer sous son souffle. Tu n'es pas la première personne que cette famille essaie d'écraser, a-t-elle dit, sa voix s'endurcissant. Mais tu seras la première à te battre publiquement. Je prends l'affaire. Sans frais, une seule condition. Quelle est cette condition? Je vais les enterrer dans la découverte. J'ai souri. Marché conclu. Quand l'après-midi s'est installé, les murmures avaient déjà commencé. Quelqu'un avait divulgué une photo du mariage. Ce n'était pas dramatique, juste une prise de vue large de la salle de bal. Mais si vous regardiez attentivement, vous remarqueriez qu'il n'y avait pas de mère du marié. La légende disait, pas de siège, pas de mère. Selon des sources, elle n'était même pas invitée. En moins d'une heure, elle avait été partagée sur 3 blogs de mariage et un compte de potin avec plus d'1 million d'abonnés. Les commentaires ont explosé, froid. Où était la mère? Les mariages ne sont pas une question d'optique. C'est cruel. Je n'ai pas bronché. Je n'ai pas répondu. Au lieu de cela, je suis retourné à l'intérieur, je suis allé au placard du couloir et j'ai sorti la vieille boîte photo que maman gardait depuis que nous étions enfants.
J'ai trouvé celle dont j'avais besoin, maman tenant le bébé Caleb, enveloppé dans une couverture bleue, assise sur le porche dans sa chemise à carreaux préférée. Son sourire était doux, fatigué, radieux. Cette nuit-là, j'ai pris une nouvelle photo. Même Porsche, même femme, monde différent. Maman était assise exactement là, tenant la même photo de Caleb. Je me suis tenu à quelques pieds en arrière et j'ai pris le cliché. Sans filtre, sans légende, juste la vérité. Je l'ai posté sur mon fil d'actualité. En quelques minutes, elle a commencé à se répandre. Les gens se souvenaient de son visage en arrière-plan des événements scolaires, des campagnes de charité, de la vie réelle. Les commentaires ont afflué, c'est le genre de mère qui compte. Mon cœur me fait mal. Pourquoi l'ont-ils effacé? Mon propre fils m'a fait ça. Je pleure. Au matin, le message avait été partagé plus de 68 000 fois. Un journaliste de The Atlantic m'a envoyé un message direct. Nous faisons un reportage sur la discrimination au mariage et la stigmatisation intergénérationnelle. Votre photo, elle a suscité quelque chose. Parleriez-vous avec nous? Je n'ai pas répondu tout de suite. J'ai lu ce message 3 fois parce que soudainement, cela ne concernait plus seulement Caleb, ou Calista, ou même nous. C'était à propos de chaque mère à qui on avait dit qu'elle n'était pas assez chic. Chaque femme humiliée pour ne pas correspondre à un récit organisé. Chaque famille où le silence avait été une monnaie. Et quelqu'un a finalement dit, ça suffit. Cette nuit-là, alors que les lumières du porche brillaient encore chaleureusement derrière moi, une ombre a traversé notre pelouse avant. Quelqu'un a traversé le chemin. J'ai ouvert la porte avant qu'elle ne puisse frapper. Calista se tenait là, sans maquillage, tremblante. Elle n'a pas parlé au début, c'est contente de se tenir là, ses yeux me scannant comme si elle essayait de décider si j'étais une ennemie ou une témoin. Que fais-tu ici? Ai-je demandé doucement. Elle a regardé par-dessus son épaule, puis de nouveau vers moi. J'ai besoin de parler à Caleb, a-t-elle murmuré. S'il vous plaît. Cette nuit-là, Calista s'est présentée à notre porte sans prévenir. Elle se tenait sur le porche, trempée par la pluie d'été, ses cheveux autrefois brillants collés à ses joues comme un rideau de regret. Le mascara coulait entraîné sur son visage, le genre de désordre qu'aucune posture ne pouvait cacher. Elle n'avait plus l'air polie ou contrôlée. Elle avait l'air défaite, humaine. Dans ses mains, elle tenait une petite boîte recouverte de soie, vert foncé, comme quelque chose que l'on trouverait rangé dans le tiroir d'un grenier, enveloppé dans de vieux souvenirs. Je ne suis pas là pour me battre, a-t-elle dit, sa voix douce, presque noyée par la pluie derrière elle. Écoute juste. Je n'ai pas répondu tout de suite. L'orage a grondé au loin, le tonnerre bas et constant comme le battement d'un tambour avant la bataille. J'ai fait un pas de côté. Elle est entrée. La maison était sombre, éclairée seulement par une seule lampe dans le coin. L'orage avait coupé la lumière du porche plus tôt, et je n'avais pas pris la peine de la réparer. Caleb se tenait au pied des escaliers, pieds nus, les bras croisés, une serviette lâchement autour de son cou. Il devait être rentré du hangar peu de temps auparavant. Notre mère est restée cachée dans sa chambre. Je savais qu'elle avait entendu le coup. Sa porte de chambre était entr'ouverte juste assez pour qu'elle puisse voir, mais elle ne sortirait pas. Pas pour Calista. Calista et moi nous sommes assises dans le salon. Elle a hésité au début, comme si elle ne savait pas si elle avait le droit de se reposer sur notre modeste canapé, les coussins délavés et inégaux par des années d'utilisation. Elle a regardé autour de la pièce comme si elle voyait l'intérieur d'un monde qu'elle n'avait jamais vraiment remarqué. La peinture écaillée près de la cheminée. Les photos de famille qui n'avaient pas été réorganisées depuis plus d'une décennie. Les bords usés de nos vies. Ça n'a jamais été une question d'argent pour moi, a-t-elle dit doucement, presque à elle-même. Les gens supposent toujours ça. Rien, ai-je dit, je l'ai juste regardé. Elle a posé la boîte en soie sur la table basse et l'a ouverte avec des doigts soigneux. À l'intérieur se trouvait une lettre pliée, jaunie sur les bords, une bague, simple, vintage, avec une alliance usée, et en dessous, une photo échographique. Calista n'a pas croisé nos regards. J'étais enceinte, a-t-elle dit. J'ai fait une fausse couche 2 jours avant le mariage. Mon cœur s'est arrêté. Le souffle de Caleb s'est bloqué. Je ne lui ai pas dit, a-t-elle continué. Je ne pouvais pas. Ma mère a dit que le deuil rend les gens instables, que cela ferait mauvaise impression, qu'il fallait sourire et aller de l'avant. Alors, je l'ai fait. J'ai avalé difficilement.
Caleb n'avait pas bougé. Sa mâchoire était tendue, ses yeux fixés sur la photo comme si elle allait disparaître. Elle a dit de ne le dire à personne, a-t-elle continué. Elle a dit que si je disais à Caleb, il allait paniquer, il n'allait pas aller au mariage. Elle a dit que nous ne pouvions pas risquer ça. Les mains de Calista tremblaient légèrement alors qu'elle sortait la lettre de la boîte. C'était de votre père, a-t-elle dit, en regardant Caleb. Il vous l'a écrit. L'a donné à ma mère avant de mourir. Elle ne l'a jamais livrée. Elle la lui a transmise, mais Caleb ne l'a pas prise. Je l'ai trouvée dans son coffre-fort la semaine dernière, a-t-elle ajouté, ainsi que d'autres choses. Puis elle s'est effondrée. Pas le genre de pleurs qui exige l'attention ou la sympathie. C'était silencieux, désordonné et brut. Ses épaules se sont repliées vers l'intérieur, ses mains pressées sur ses genoux comme si elle pouvait se tenir droite ainsi. Je suis devenue elle, a-t-elle murmuré ce jour-là au dîner de répétition quand j'ai dit que ta mère ne correspondait pas à l'esthétique. Ce n'était pas moi qui parlais. C'était sa voix qui sortait de ma bouche. Je ne sais même pas quand j'ai arrêté de penser par moi-même. Je me souviens, ai-je finalement dit, comment tu as regardé maman droit dans les yeux quand elle a essayé de dire bonjour, comme si elle était de la saleté sous ta chaussure. Ce n'était pas ta mère. C'était toi. Calista a hoché la tête, les yeux baissés. Tu as choisi de suivre la cruauté, ai-je dit. Et maintenant tu attends le pardon parce que tu as pleuré sur notre sol. Elle a levé les yeux. Non, a-t-elle dit doucement. Je n'attends rien. Je voulais juste ne plus être silencieuse. La pièce est redevenue silencieuse, à l'exception de la pluie qui martelait les fenêtres. Caleb a parlé pour la première fois. Tu ne peux pas réécrire ça, a-t-il dit. Sa voix n'était pas en colère. Elle était épuisée. Pas maintenant. Pas avec des larmes et des héritages. Il s'est penché, a ramassé la boîte en soie et l'a remise doucement dans ses mains. Nous avons tous les deux perdu quelque chose, a-t-il continué. Mais j'ai retrouvé ma voix. Et je ne la rendrai pas. Calista est restée assise un long moment. Elle ressemblait à si elle voulait en dire plus, mais au lieu de cela, elle s'est lentement levée. Elle m'a jeté un dernier regard. Quoi que vous décidiez de faire, je l'accepterai, a-t-elle dit. Même si cela nous ruine. Je n'ai pas hoché la tête, je n'ai pas parlé. Elle est sortie dans la tempête, la porte s'est fermée doucement derrière elle. Caleb et moi sommes restés là, aucun de nous ne bougeant. Puis j'ai remarqué que c'était toujours dans la boîte en soie, cachée sous l'échographie pliée et la lettre, une fine clé USB. Je l'ai ramassée lentement, la tenant entre mes doigts comme si elle pouvait me brûler. Tu as vu ça? Ai-je demandé. Caleb secoua la tête. Nous sommes allés au bureau. Il l'a branché à l'ancien ordinateur portable que maman utilisait encore pour imprimer des recettes. Il y avait 3 fichiers, tous audio, chacun étiqueté avec des dates. Nous avons cliqué sur le premier. Il est mou, Calista. Il a la colonne vertébrale de son père. Si tu veux garder le contrôle, ne lui fais pas croire qu'il a son mot à dire. Tu es une dévot. Agis comme tel. Nous sommes restés silencieux pendant que la voix de Cassandra remplissait la pièce, lui faisant du coaching, la contraignant, dictant chaque mouvement, encourageant les mensonges, la manipulation financière, même des instructions sur les organismes de bienfaisance à refuser afin que Caleb ne perde pas de temps à avoir l'air noble. Dans un fichier, elle a dit carrément, si sa mère se montre à nouveau dans la presse, tu lui rappelles qui a payé pour sa vie. Le visage de Caleb était de pierre. Je ne savais pas ce qui faisait plus mal entendre les mots ou le regarder revivre chaque moment où il l'avait fait se sentir moins que. Quand le dernier enregistrement s'est terminé, j'ai fermé lentement l'ordinateur portable. La pièce semblait trop petite pour ce que nous venions d'entendre. Dehors, la pluie continuait de tomber. À l'intérieur, une autre sorte d'orage venait de commencer. Le lendemain matin, la clé USB a tout changé. Nous n'avons pas beaucoup parlé au petit déjeuner. Caleb a versé le café. J'ai beurré le pain grillé. L'air entre nous était épais, comme si nous attendions quelque chose qui allait se briser. Les enregistrements de la nuit précédente avaient laissé une douleur qui n'était pas physique, mais elle est restée dans les os, quand même. En début d'après-midi, nous préparions nos affaires pour le gala. C'était un événement formel organisé par l'un des plus anciens donateurs de la Fondation Devo, un cirque de relations publiques déguisé en bénéfices communautaires. Nous avions été invités, bien sûr. Calista et sa mère aussi.
Après ce que nous avions entendu, après ce que nous savions maintenant, refuser n'était pas une option. Plus maintenant. Notre mère n'est pas venue. Elle s'est tenue en haut des escaliers pendant que nous nous préparions, la main sur la rampe, les cheveux attachés lâchement. Allez, a-t-elle dit doucement. Faites ce qui est juste. Je serai là quand ce sera fini. Je les serrai plus longtemps que d'habitude. Elle sentait la camomille et les vieilles couvertures. Un réconfort qui ne demandait rien en retour. Au moment où Caleb et moi sommes montés en voiture, les nuages s'étaient dissipés, mais l'orage en nous ne s'était pas calmé. Le trajet jusqu'à Georgetown a semblé plus long qu'il ne l'était. Caleb regardait la ville floue par la fenêtre. Je tenais la clé USB et le petit micro-cravate à l'intérieur de mon embrayage. Nous n'avions pas besoin de dire un mot. Nous pensions tous les deux la même chose, elle avait humilié notre mère en public, alors nous allions répondre de la même manière. Quand nous sommes arrivés au gala, le voiturier n'a même pas eu le temps de hocher la tête avant qu'Ava ne nous trouve par l'entrée latérale près des camions de restauration. Elle portait un pantalon noir et une veste ajustée, ses cheveux tirés en un chignon élégant, ses yeux balayants comme un chef de la sécurité plutôt qu'un avocat. « Vous allez vraiment le faire » a-t-elle demandé. J'ai hoché la tête, pressant l'embrayage à mes côtés. Elle nous a traînés dans la salle de bal pour faire honte à une femme qui n'a jamais fait de mal à personne. Elle l'a rendu public. Alors, nous allons le terminer en public. Ava a expiré par le nez. Très bien. Mes techniciens sont déjà à l'intérieur. Nous allons diffuser l'audio via la cabine de sonorisation. Vous donnerez le signal quand vous serez prêt. Nous nous sommes faufilés par le couloir latéral et sommes entrés dans la salle de bal. Des lustres en cristal scintillaient au-dessus. La pièce était remplie de voix profondes, de robes de créateurs, de verres qui tintaient. L'odeur de la richesse était subtile, parfums floraux et couverts polis, mais indéniables. Calista était déjà assise près du devant. Sa posture était composée, mais ses doigts tripotaient la serviette sur ses genoux. Je pouvais dire qu'elle était nerveuse. Sa mère, Cassandra Deveau, glissait dans la foule comme une reine, s'arrêtant pour serrer des mains, offrir des baisers sur les joues, commenter les bijoux. Sa voix résonnait comme une cloche. Oh oui, le travail de la fondation cette année a été phénoménal. La famille, après tout, c'est tout. J'ai failli m'étouffer avec mon eau. Quand elle a finalement pris la parole pour le toast de clôture, la salle est tombée dans un silence respectueux. Les projecteurs l'ont instantanément trouvée. Elle se tenait droite dans une robe blanc-perle qui scintillait alors qu'elle levait sa flûte à champagne. À nos donateurs, notre vision, et surtout, à nos familles. Car sans unité, nous n'avons rien. La foule a applaudi poliment. Des appareils photo ont flashé. J'ai regardé vers la cabine technique dans le coin, j'ai croisé le regard d'Ava. Puis j'ai hoché la tête, et c'est là que la voix a commencé à jouer. Pas la mienne, pas celle de Caleb, la sienne. Il est trop faible pour diriger. Il a ce mollesse pathétique de son père. Si tu veux le contrôle, tu le prends. Tu lui rappelles de quel côté de la table se trouve l'argent. Et si sa mère se montre encore, enterre-la. C'est un risque. Le silence a saisi la pièce. L'une des serveuses a laissé tomber un verre, le crash tranchant dans le calme. Des murmures ont éclaté comme des étincelles d'un fil. Le visage de Cassandra s'est tordu, puis est devenu pâle. Elle a regardé autour d'elle comme si le sol allait disparaître sous elle. Un autre enregistrement s'est déclenché. Tu veux un siège au conseil ? Alors arrête de te comporter comme une épouse et commence à agir comme une dévot. Garde le confus. Limite son accès à la fiducie. Tu n'es pas là pour l'amour. Tu es là pour l'héritage. Des halètements audibles. Un homme tout ça. Une femme âgée a serré ses perles. Vraiment les a serrées. Cassandra a essayé de parler, mais Ava était déjà montée sur scène. Je m'appelle Avalyn Wood, conseillère juridique représentant Caleb Jameson. Ces enregistrements sont vérifiés, authentifiés et datés. Ils seront inclus dans une réponse juridique à venir concernant les tentatives de coercition financière, de diffamation et de violation de devoirs fiduciaires impliquant plusieurs parties présentes dans cette pièce. Elle s'est écartée. Tous les yeux se sont tournés vers Calista, qui était figée, les yeux fixés sur le sol. Ses lèvres tremblaient, mais elle n'a rien dit. Cassandra regardait droit devant, le visage vidé, le mascara semblant soudain beaucoup moins résistant à l'eau que annoncé. Caleb s'est approché lentement, a pris le micro.
Il n'a pas élevé la voix. Tu m'as appris à tout remettre en question à mon sujet. Tu as appris à ma femme à avoir honte de son propre chagrin. Tu lui as dit de mentir, de manipuler, d'agir comme si l'amour était une faiblesse. Tu as essayé d'effacer ma mère de ma vie parce qu'elle ne portait pas les bonnes chaussures ou ne parlait pas comme vous aimiez. Vous pensiez que l'argent signifiait la moralité. Il a fait une pause, laissant les mots planer. Plus maintenant. Puis il a reposé le micro sur le podium. Pas de drame, juste une fin. La salle a éclaté, pas dans le chaos, mais dans les applaudissements. Certains invités semblaient abasourdis, d'autres soulagés. Mais les applaudissements ne se sont pas arrêtés avant qu'ils ne quittent la scène et ne retournent à notre table. Nous nous sommes assis ensemble, respirant pour la première fois depuis des années. 3 jours plus tard, je me tenais à côté de maman dans un petit terrain clôturé à 2 pâtés de maison de son ancienne église. Elle tenait une truelle dans une main, des gants de jardinage dans l'autre. Des carrés surélevés bordaient le fond de la cour, des tomates, des haricots verts, des soucis. C'était petit, mais c'était à elle. Elle rêvait de ce jardin depuis une décennie. Une femme qui passait s'est arrêtée à la porte. « Es-tu la mère que j'ai vue aux informations ?» Maman a cligné des yeux. Je suppose que oui. « Tu les as bien élevés » a dit la femme. « Bien fait. » Quand elle s'est éloignée, maman a souri. Pas le genre que l'on feint pour une caméra, mais le genre qui vient d'être vu. Pas jugé, juste vu. Je me suis assise sur le banc sous le saule et je les regardais travailler. Toutes ces années où ils avaient essayé de la faire taire, et tout ce qu'ils avaient fait, c'était de la mettre en lumière à la place. Cette nuit-là, pendant que Caleb nettoyait la vaisselle du dîner et que maman arrosait les herbes, j'ai ouvert mon ordinateur portable. Il y avait un email en attente. Ligne d'objet, enregistrement Régala. Nous aimerions parler. C'était d'une maison d'édition. Ils avaient vu la vidéo du gala et ils avaient une question. Votre mère envisagerait-elle d'écrire un mémoire? Nous pensons que l'Amérique a besoin d'entendre sa voix. J'ai fixé l'écran pendant un long moment, puis je me suis tourné vers la cuisine. Maman, ai-je appelé doucement. Elle a levé les yeux de l'évier, les mains encore dégoulinantes. Oui, chérie. J'ai souri. Il y a quelqu'un qui veut raconter ton histoire. Et pour la première fois depuis des années, j'ai su qu'il n'y avait plus de vengeance à chercher, seulement de l'espace.